Bonjour. Je remercie les organisatrices et les organisateurs pour leur aimable invitation à participer à ces journées d'échange qui commémorent un événement marquant dans l'histoire des études proche-orientales. Je souhaite évoquer ici la façon dont, à la suite des premières fouilles et découvertes significatives au Proche-Orient, les bases des futurs départements d'Antiquité orientale ont été posées presque en même temps dans les grands musées européens. D'abord la France et l'Angleterre, puis quelques années plus tard l'Allemagne, ont créé des collections prestigieuses d'antiquités proche-orientales qui occupent désormais une place centrale au sein de leurs musées nationaux. L'histoire de la formation des départements proche-orientaux de ces institutions dévoile une trame dense des relations alternant compétition, collaboration et émulation, dont Madame Chevalier d'ailleurs tout à l'heure a rapidement évoqué la chose. Cette création eut justement lieu à un moment crucial pour les musées, quand ils définissaient leur mission et agrandissaient leurs espaces, se façonnant un rôle clé dans la politique culturelle des États européens. Le monde savant et universitaire a précisé alors les disciplines respectives d'archéologie et d'histoire de l'art, contribuant à la fondation des bases mêmes de l'histoire occidentale. L'archéologie du Proche-Orient, qui débuta à ces moments, a permis de situer l'histoire du Proche-Orient par rapport à celle de l'Occident en s'affranchissant des références bibliques. Dans un contexte de compétition politique et commerciale, les pays occidentaux, au moment où ils rivalisaient dans le domaine économique, s'affrontaient aussi dans le champ culturel, notamment dans le développement de leurs musées nationaux, instruments indispensables pour faire rayonner les prestiges de leur nation. La renommée des musées ne se faisait pas qu'à travers la présentation des créations nationales, antiques ou modernes, mais aussi grâce à celle d'œuvres acquises ou conquises à l'étranger. Concernant les antiquités, cet usage, conforté par l'idée partagée de l'excellence artistique de la Grèce classique, était courant dans tous les pays européens. Les saisies révolutionnaires, puis les conquêtes napoléoniennes, avaient montré l'ampleur des possibilités offertes par la collecte d'œuvres d'art à l'étranger. Après les succès extraordinaires des monuments découverts pendant l'expédition d'Égypte, les gouvernements européens ont compris que de nouvelles possibilités d'enrichissement des collections de leurs musées s'ouvraient dans d'autres zones de l'Empire ottoman. Les premières recherches au Proche-Orient ont été conduites presque en même temps par les Français et les Anglais, si bien qu'il est impossible de retracer l'histoire des actions d'une nation sans évoquer celle accomplie par l'autre. Cette confrontation se retrouve également dans l'histoire des musées. Après avoir vu la collection Rich au British Museum, le savant Jules Maule a incité les consuls de France à Mossoul, Paul-Émile Botta, comme nous l'avons déjà vu, à entreprendre des recherches archéologiques dans la région mésopotamienne en 1842. Puis, comme nous l'a rappelé hier Marielle Pic, Maule a fait entreposer les premiers fragments de sculptures assyriennes envoyés par Botta à la Bibliothèque royale de Paris. Cette institution conservait déjà parmi les collections du cabinet des antiques le célèbre caillou Michaud, mais le choix des Maule faisait écho à la situation du British Museum, où se trouvait la collection Rich. En dépit de son nom, ce musée était connu surtout pour ses collections de livres, si bien que son directeur, toujours issu du corps des bibliothécaires jusqu'en 1930, prenait les titres de Principal Librarian. Puis, les découvertes suivantes, plus nombreuses et monumentales, ont été envoyées au Louvre. Malgré les recherches menées à cette époque par les Anglais dans la région, les Français ont pu se vanter de la première découverte exceptionnelle, les vestiges assyriennes. Les caractéristiques de ces objets, des bas-reliefs et des sculptures, en faisaient les représentants idéaux d'une grande culture de l'Antiquité au sein d'un musée. Exemple de sculpture, support artistique emblématique des civilisations occidentales antiques, depuis la Grèce antique, ces œuvres fournissaient une iconographie riche en images permettant de connaître les visages de ces peuples méconnus. Il est vrai que ces œuvres s'intégraient parfaitement dans le discours général du Louvre qui présentait déjà des exemples des chefs-d'œuvre de la sculpture antique, non seulement classique, mais aussi égyptienne. Comme nous l'avons déjà vu, donc le premier musée assyrien inauguré en 1847 par le roi Louis-Philippe présentait dans 2 salles de la nord de la Butte Carrée les œuvres envoyées par Botta. Et 10 ans plus tard, les réaménagements accomplis en 1858 pour l'intégration des œuvres découvertes par Victor Place a permis de mieux apprécier la valeur artistique des sculptures assyriennes. Dans la volonté d'intégrer l'art assyrien dans une plus grande harmonie avec l'architecture du musée, les œuvres assyriennes furent présentées de manière à épouser les formes néoclassiques du bâtiment, afin de se fondre dans les décors du palais du roi de France et contribuer à en rehausser sa beauté. Dans l'intention explicite de réconcilier la présentation du Louvre avec l'histoire antique, le palais assyrien lui-même
étaient représentés dans la presse par une illustration rappelant de près les salles du Louvre, comme vous voyez en haut à droite. Le départ des collections d'Antiquités nationales en 1864, suivi en 1878 par celui des collections mexicaines et américaines, confirma la nature même du Louvre, écran des présentations du plus haut niveau de l'art européen. La présence du Proche-Orient ancien dans un musée consacré à l'art occidental assurait ainsi l'excellence artistique de sa production et l'incorporait dans l'histoire de l'art occidental. Ces découvertes dans les lieux d'origine du récit vétérotestamentaire présentaient un intérêt majeur dans l'éclaircissement des questions religieuses. Là où les sculptures assyriennes avaient permis d'accroître les connaissances sous des époques relativement récentes, représentant la fin des grands empires antiques cités dans la Bible, l'apparition des Sumériens bouleversa les chronologies dictées par la religion. Par la très haute antiquité attribuée à leur culture, leur histoire fournissait un soutien indirect, mais capital, aux théories évolutionnistes des origines de l'homme que Darwin avait exposées en 1859. L'importance de ces découvertes favorisa, comme on l'a vu, la création du département des Antiquités orientales, qui fut en un certain sens le premier département en Europe à être presque entièrement consacré au Proche-Orient ancien. Les institutions européennes homologues se sont empressées de demander au musée du Louvre des mulages des statues sumériennes. Grâce à ces répliques, en Allemagne et en Angleterre, les musées pouvaient exposer les Sumériens en face des Assyriens comme au Louvre, afin de présenter les Proche-Orient dans sa globalité, mettant en évidence le rôle de référence assumé par le Louvre à cette époque. Les recherches archéologiques françaises et nombreuses acquisitions ont permis d'agrandir considérablement la collection du Louvre, avec des œuvres issues d'une région plus vaste, entre Lyon et le Levant, comme vous le savez. Et l'aménagement des salles de musée connut alors plus de modifications de ce qui s'est passé chez ses homologues, comme cela nous a été bien présenté hier par Annie Cobé et Marielle Pic d'ailleurs. En dépit du rôle pionnier du Louvre dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le développement des recherches de terrain et la différenciation entre les collections des musées qui ont suivi ont incité les musées à développer chacun des orientations spécifiques. Les Anglais, implantés depuis longtemps dans les territoires de l'Empire ottoman pour des raisons commerciales, ont toujours considéré les sites anciens avec intérêt. Comme vous le savez, c'est grâce à l'initiative de Austin Henry Layard que des fouilles furent entreprises en 1845, permettant des découvertes exceptionnelles dans les capitales assyriennes de Calah et Ninive. Dans l'espoir de dévancer les Français dans la présentation de l'art assyrien en Europe, Layard n'avait pas hésité à emprunter de l'argent à sa mère pour assurer l'expédition des premières œuvres significatives à Londres. Grâce à Layard, le British Museum put, la même année en 1847, juste quelques mois après l'exposition de sculptures assyriennes à Paris, montrer des équivalences au Royaume-Uni. Ensuite, d'une façon surprenante, en moins de 10 ans, la collection du British Museum a dépassé celle du Louvre. Pourtant, contrairement à ce qui s'est passé en France, l'arrivée des monuments assyriens au British Museum n'a pas été marquée par un enthousiasme général. D'une part, les premiers reliefs arrivés à Londres, provenant de Nimrud, étaient réalisés dans un style plus archaïque et moins raffiné que celui attesté dans les sculptures provenant des Khorsabad exposées alors à Paris. D'autre part, de manière générale, l'engouement pour l'Orient était moins évident en Angleterre qu'en France. Les mouvements orientalistes dans l'art, tant appréciés en France, avaient créé des œuvres jugées immorales par les cercles anglicains puritains dont les trustees, gérants du British Museum, faisaient partie. Au moment de l'installation des œuvres assyriennes, des discussions très animées avaient en effet agité le British Museum, qui avait déjà la réputation d'héberger les témoignages du plus haut niveau artistique atteint dans l'Antiquité, les marbres du Parthénon. Malgré les efforts des Layard, les Assyriens représentaient aux yeux des trustees l'exemple d'une civilisation primitive qui n'avait pas atteint un haut niveau d'intérêt ni dans sa structure sociale, ni dans sa représentation artistique. En 1851, quand un comité restreint des trustees fut chargé de décider de l'aménagement des œuvres assyriennes, le seul vrai connaisseur d'art à en faire partie était William Hamilton. Il méprisait ouvertement les monuments assyriens qui, à son avis, n'avaient pas mérité leur place au musée. Malgré cette atmosphère, en très peu de temps, les archéologues anglais ont mis à jour un nombre important de vestiges. Les investissements colossaux engagés par les gouvernements pour obtenir ces sculptures et la publicité qu'en avait fait Layard imposèrent à la direction du British Museum une installation adéquate de la plus grande partie de ces œuvres.
dans une Angleterre en pleine Greek Revival, cette présence des principaux chefs-d'œuvre de l'art classique au sein du musée obligea celui-ci à placer les sculptures assyriennes, dès leur arrivée, dans un cadre idéologique très précis, celui du progrès et de l'évolution de l'art. Afin de garantir l'exposition de la plus grande partie de la collection, des espaces spécialement consacrés avaient été aménagés pour créer un circuit fluide et linéaire. Mais ces espaces, bien plus étroits par rapport à ceux consacrés aux antiquités classiques, amplifiaient la hiérarchie. L'architecture et les décors du bâtiment récent du musée représentaient concrètement l'ordre des priorités dans l'évaluation des cultures. En 1860, peu après l'installation des sculptures assyriennes, le département d'antiquité orientale du British Museum fut créé en incluant les antiquités égyptiennes, mais aussi médiévales, britanniques et ethnographiques. Dans un musée qui souhaitait présenter l'histoire de l'humanité depuis ses origines, toutes ces œuvres étaient rassemblées comme des témoignages de l'art primitif. Finalement, la découverte d'une quantité considérable de sources écrites, imprimis les tablettes cunéiformes de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, poussa les musées à développer d'autres axes de recherche. Une évolution importante intervint alors pour les destins de la syrologie en Angleterre. La place majeure des sources écrites au British Museum fut clairement établie depuis le début, grâce au financement des publications des inscriptions qui intervenues avant celui concernant les autres objets archéologiques. Ce choix permit d'ailleurs aux Anglais d'avoir un rôle pionnier dans le déchiffrement du cunéiforme, non seulement grâce à l'étude des objets portant des inscriptions, mais aussi par l'étude des estampages et des copies d'inscriptions réalisées pendant les fouilles financées par le musée. Plus tard, en 1872, l'implication de George Smith, assistante au département d'Antiquité orientale, dans la production et la découverte des fragments de la tablette du déluge, témoigne du fort intérêt de l'Angleterre pour l'approfondissement des questions liées à la compréhension des textes bibliques. Au fil du temps, les nouveaux objets découverts pendant les fouilles du British Museum ont poussé à la création de nouvelles salles au premier étage du bâtiment, dans lesquelles les témoignages des autres cultures du Proche-Orient ont été intégrés, alors que l'aménagement des sculptures assyriennes est resté presque inchangé depuis sa première installation au milieu du XIXe siècle. En dépit de l'importance majeure de la collection des textes cunéiformes, les objets qui la constituent sont souvent des petites dimensions et nécessitent aussi une grande quantité d'informations pour être compris par le public. Ils sont donc très difficiles à présenter dans un parcours muséographique et restent essentiellement conservés dans les réserves, accessibles aux seuls spécialistes et chercheurs. Même si cette dernière présentation, je trouve admirable, ça reste restreint par rapport à la quantité de la collection, évidemment. La dichotomie entre les cultures classiques et les autres civilisations antiques perdura ainsi dans le temps, si bien que ce ne fut qu'en 1955 qu'un Department of Western Asiatic Antiquities, de la mer Noire à la mer Rouge, fut créé, séparé du département égyptien. Le parcours de la sculpture antique au rez-de-chaussée du musée, comme la galerie des Lumières qui en est parallèle, représente désormais un témoignage important de l'histoire du musée. Cet aspect historiographique constitue aujourd'hui une thématique centrale. L'institution, au cœur des polémiques sur la restitution des chefs-d'œuvre classiques à la Grèce, doit expliquer au public son histoire pour justifier et pour confirmer son rôle d'intermédiaire dans la transmission de la culture. Quoique fondé plus tard, au début du XXe siècle, le Vorderasiatisches Museum de Berlin occupe une place majeure dans la présentation du Proche-Orient ancien en Europe. Entré dans les jeux politiques et dans la recherche de terrain au Proche-Orient presque un demi-siècle après les autres nations, les Allemands n'ont pas pour autant tenu un rôle secondaire dans le développement des études dans ces domaines. Dès les premières découvertes françaises et anglaises, les efforts du roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, dans l'acquisition d'une collection de sculptures et des moulages assyriens, reflétaient les grands intérêts qu'il portait au programme des autres nations. L'extension de l'influence germanique en Orient ne lui permettant pas d'y entreprendre des fouilles, il s'empressa d'acquérir par d'autres voies des spécimens de ces nouvelles sculptures pour les musées qu'il était en train de construire au cœur de la ville de Berlin. Déjà en 1848, moins d'un an après les premières présentations de sculptures assyriennes en France et en Angleterre, un relief provenant de Chypre, que vous voyez entouré en rouge, et représentant le roi Sargon II, c'est la stèle de Kition, était exposé dans les musées d'art de la ville de Berlin, l'Altes Museum. Le besoin d'obtenir des témoignages de ces cultures lointaines était si fort qu'au moment où il sollicitait Anglais et Français pour obtenir des œuvres originales, le roi de Prusse leur demanda également des moulages, des œuvres qu'ils exposaient dans leur musée.
les mollages ont eu une grande importance dans les États allemands, qui avaient plus de difficultés à se procurer des originaux. Ces répliques permettaient de donner au public une connaissance directe, d'autant qu'un musée entier, le Neues Museum, leur était consacré dans l'île au musée. En 1856, une des deux cours intérieures du Neues Museum présentait déjà un ensemble de moulages des sculptures assyriennes, comme vous le voyez en haut des colonnes de la cour égyptienne. Finalement, en 1860, l'arrivée d'un lot de bas-reliefs assyriens provenant de Calcou et Ninive, achetés aux Anglais, permit d'ouvrir une salle assyrienne au rez-de-chaussée de l'Altes Museum, qui est d'ailleurs cette même salle, derrière la stèle de Kition, on voit tout au fond un autre relief, En 1870, l'unification allemande donna un nouveau élan au musée berlinois, avec l'édification de nouveaux bâtiments selon un projet de développement de l'île au musée. Dans une nouvelle réflexion générale sur l'aménagement des collections, les œuvres et les moulages proche-orientaux furent déplacés pour être présentés ensemble au rez-de-chaussée du Neues Museum qui ouvrait ses portes en juin 1889. Cette nouvelle présentation confirmait l'effet que les Allemands observaient toujours avec attention les autres institutions européennes dont ils suivaient les modèles. Les moulages des statues néo-sumériennes achetées au Louvre étaient présentés devant les reliefs assyriens, de manière à rappeler la galerie assyrienne du musée parisien. D'autre part, les moulages du caillou Michaud, tout comme celui de l'obélisque noir du British Museum, confirmaient les grands intérêts pour les témoignages écrits. Par ailleurs, à Berlin, la collection assyrienne était considérée comme importante, surtout parce qu'elle détenait une place centrale aussi bien au Louvre qu'au British Museum, au point que dans les aménagements provisoires successifs de la collection, les moulages des œuvres assyriennes et néo-sumériennes étaient mieux mis en valeur que les sculptures originales découvertes par les Allemands dans les sites anatoliens de Zicherli en 1882. Le choix d'entreprendre la première fouille allemande en Mésopotamie dans les sites de Babylone permit de ne pas empiéter sur des zones sous contrôle anglais et français. Mais les Allemands n'abandonnaient pas le rêve de découvrir des vestiges assyriens. Ainsi, la fouille de 1903 à Assur fut organisée dans cet espoir, sans pour autant permettre de découvrir des témoignages significatifs des sculptures assyriennes. De surcroît, la volonté de trouver des pistes d'éclaircissement des textes bibliques qui guidaient les recherches de terrain se retrouve dans les dispositions prises pour le musée. Ainsi, dans l'année 1899, la décision d'entreprendre les fouilles de Babylone est prise en même temps que celle de la fondation du département d'Antiquité proche-orientale des musées de Berlin. La direction du département a été confiée à la syriologue Friedrich Delitzsch, qui conservait sa chaire à l'université de Berlin. Delitzsch s'est distingué par son activité académique intense, favorisée par l'accès direct aux découvertes des missions archéologiques du musée, et il n'a pas hésité à les utiliser pour contester la version biblique dans son discours très controversé, Bibel und Babel, tenu en présence de l'empereur Guillaume II en 1902. En dépit de la place importante gagnée par la recherche philologique au musée, la présentation muséographique connut un développement admirable, axé sur des reconstitutions historiques évocatrices. En Allemagne, les aspects didactiques et spectaculaires avaient toujours été privilégiés dans la présentation muséographique, comme en témoignait le fort intérêt pour les moulages évoqués auparavant. L'installation conçue par l'architecte fouilleur Walter André, assistant d'école d'éveil à Babylone, puis directeur de la mission d'Assur, se distingua pour son originalité muséographique et par sa rigueur scientifique. Elle est restée pratiquement inchangée depuis son ouverture en 1933. La constitution même de la collection, avec un grand nombre d'exemples de sculptures monumentales de différentes époques et provenances, a permis la création du Pergamon Museum. Celui-ci est conçu comme une exposition spectaculaire d'une architecture antique, où des effets immersifs des mélanges d'objets d'époques différentes sont privilégiés dans un but didactique mais aussi captivant. La monumentalité de la reconstitution des espaces de la porte de Babylone et de la voie processionnelle d'Istar ont suscité une telle sensation que ces œuvres symbolisent désormais les collections berlinoises, contribuant à une plus large diffusion des connaissances d'autres zones du Proche-Orient ancien. Cette présentation rapide a permis de montrer qu'en quelques années, entre 1847 et 1856, la France, l'Angleterre et l'Allemagne ont posé les bases des collections proche-orientales au sein de leurs musées nationaux et défini ainsi le rôle qu'elles allaient y tenir. Malgré les liens très forts qui se retrouvent au début de ces créations, l'histoire spécifique de chaque institution
a permis de développer des orientations propres et uniques à chacune d'entre elles, qui les différencient encore aujourd'hui. Il est certain que la relation que ces vestiges entretenaient avec l'Ancien Testament avait animé les premières fouilles archéologiques, et elle a eu son importance dans l'accueil de ces œuvres au musée. En dépit des jugements esthétiques différents, les œuvres ont finalement intégré partout les sections exposant l'histoire occidentale. En outre, l'originalité de l'approche envers ces cultures dans chaque pays a marqué l'architecture des salles et l'impression ressentie par le public. Avec le temps, la professionnalisation du personnel du musée s'est faite parallèlement et parfois conjointement au développement des connaissances scientifiques dans le monde universitaire et savant. En faveur d'une plus grande rigueur scientifique, les musées ont développé des présentations plus historiques à la fois consacrées aux spécialistes et aux visiteurs. De ce fait, des épisodes originaux, basés pourtant sur des réflexions sérieuses, sont tombés dans l'oubli. Ainsi, pour conclure, j'aimerais rappeler la présentation spectaculaire du Crystal Palace, qui était certes une reconstitution fantaisiste, mais c'est basé aussi sur des études menées par l'AIAR même, un des premiers Européens à voir ces œuvres dans leur contexte. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvia, pour ces regards croisés entre nos musées à l'échelle européenne. C'était important. Et puis, tu as rappelé aussi le rôle du moulage, et effectivement, qui est fondamental. Et cette communication est une très belle introduction, je trouve, à la table ronde que j'annonce à présent, intitulée « Le département des Antiquités orientales au sein du Louvre ». Donc, nous nous recentrons au Louvre et réflexions disciplinaires croisées, dont l'idée est née au fur et à mesure en fait des échanges, conversations, réflexions dans les couloirs du musée du Louvre entre Ariane Thomas et ses collègues des autres départements. Et nous sommes très heureuses d'accueillir sur scène donc Sébastien Allard, directeur du département des peintures du musée du Louvre, Yannick Lins, directrice du département des arts de l'islam du musée du Louvre, Christophe Barbotin, conservateur en chef du patrimoine au département des antiquités égyptiennes, Ludovic Logier, conservateur du patrimoine au département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Et cette table ronde, qui n'est pas ronde, va être animée, toutes ces réflexions croisées et disciplinaires vont être animées par Ariane Thomas, directrice du département des Antiquités orientales. Je leur laisse la parole.